Pierre Philippi, scénariste de bande dessinée, auteur notamment en ce moment chez Glénat et aux Humanoïdes essentiellement. Et historiquement, j'ai commencé chez Delcourt avec la série Bleu. L'histoire dans ses recoins cachés, oui. Ce qui fait que par moments j'aime bien effectivement documenter et agrémenter mes histoires de points précis pour leur donner un certain crédit, un certain réalisme. Après j'aime surtout ce qui est de l'ordre du fantasme et de l'imaginaire. Donc c'est vrai que si on est dans une série historique, si c'est pas un biopic, je vais avoir tendance à essayer de glisser vers l'imaginaire et vers le fantastique, le steampunk, plutôt que d'être purement dans l'histoire et dans le référentiel. J'ai en fait bifurqué. J'ai voulu faire de la bande dessinée depuis tardivement, on va dire vers 16 ans, 16-17 ans. J'ai commencé vers 19 ans à vraiment essayer de faire ce métier et pendant 6 ans j'ai présenté des projets jusqu'à ce que je me dise je ne suis pas connu, je travaille avec des dessinateurs qui ne sont pas connus, je vais trouver un biais, je vais aller trouver des dessinateurs de bande dessinée et leur proposer de faire du livre illustré. J'écrivais aussi des contes. C'est comme ça que je suis allé rencontrer Tiburce au salon de Bordeaux. Puis d'autres, comme à l'époque David Prudhomme, Jean-Baptiste Saint-Péret, d'autres auteurs comme ça. Je leur ai proposé des contes qui étaient illustrés et c'est le conte d'Orule que Tiburce a illustré qui a été présenté à Delcourt par Guy Delcourt qui à l'époque faisait un petit peu de livre illustré, qui nous a répondu. Moi c'est que de la bande dessinée, finalement le livre illustré je ne sais pas faire, mais je voudrais faire Orule en bande dessinée. Et on a adapté comme ça le conte pour que ça devienne à la fois une bande dessinée et un livre illustré. C'est mon premier ouvrage, c'est la première signature, c'est comme ça que j'ai réussi finalement à faire ma première bande dessinée en étant passé par le conte. Et par la suite il y a 2 autres contes qui ont été adaptés comme le livre de Jack et Piccolo, oui, Piccolo donc c'est Cécile au dessin et c'était un conte, Piccolo le fou triste ça s'appelle. Il était question de faire plusieurs contes justement, de décliner un peu le principe de nos personnages avec Cécile. Il s'est avéré qu'à l'époque aux Humanoïdes associés le projet n'a pas forcément marché selon leurs attentes, les nôtres c'était un petit peu particulier au niveau politique. Donc voilà, il n'y a eu qu'un tome, mais oui, là-dessus on s'est beaucoup amusé. Je sais que Christophe, donc alias Cécile, a vraiment été comme chez lui avec ce projet. Donc je ne désespère pas que nous fassions quelque chose ensemble dans ce même genre. J'étais animateur et j'ai fait beaucoup de colos et de centres de loisirs pendant une dizaine d'années à peu près. Et c'est vrai que le soir, lorsque je devais raconter des histoires, j'utilisais notamment le livre de Jack. Je sais que j'ai raconté quelquefois aux enfants. Donc c'est vrai que c'était une manière de revenir à l'origine ancestrale des contes qui était justement la tradition orale et non pas la tradition écrite. Donc oui, j'ai eu fait ça. Je le fais moins parce que je ne suis plus animateur. J'ai un fils à qui je raconte des histoires et donc parfois effectivement des contes que j'ai pu imaginer. Mais c'était quelque chose d'assez magique, oui, parce que en plus il y avait quelque chose d'assez incroyable, c'est que parfois je racontais le même conte plusieurs fois parce que les enfants me le demandaient, tous n'avaient pas entendu le conte, et ceux qui l'avaient déjà entendu une fois râlaient dès qu'il y avait une virgule qui avait changé, donc il y a vraiment des mécanismes qui sont assez incroyables à constater. C'est notre éditeur Philippe Horry à l'époque qui nous a présenté aux Humanoïdes associés. J'avais lancé avec Étienne Young une série qui s'appelait Gargouille. Étienne n'a pas voulu continuer après le tome 1 pour des raisons diverses qui lui sont propres. Et Philippe Horry nous a présenté avec Silvio, qui venait de l'univers Disney. Et comme le trait d'Étienne était un peu disneyen, Silvio a pu tout de suite s'approprier son travail. On a cherché un coloriste ou une coloriste pour reprendre la série et on a fait 6 tomes supplémentaires ensemble. Au cours de cette série qui n'était pas initialement créée pour Silvio, on a imaginé d'autres univers parce qu'on s'est très bien entendu, nous sommes très vite devenus amis et on a donc travaillé ensemble chez Dupuis de manière assez courte sur un diptyque qui s'appelait Néphésis, qui n'aurait pas dû être qu'un diptyque. D'autres envies sont venues et c'est comme ça qu'on a créé après coup le voyage extraordinaire chez Van West qu'on poursuit en parallèle de la suite de Gargouille avec les mondes cachés. Donc c'est vrai que je parlais d'imaginaire tout à l'heure, je parlais de l'invention on va dire, plutôt que le réalisme pur. J'aime être dans des univers un peu loufoques, très surdimensionnés, ou en tout cas où l'inventivité doit être présente. Et Silvio a cette magie et cette folie partagée avec moi, donc c'est un peu tout le défi chaque fois, c'est que quand je décris certaines choses, il faut que le dessinateur arrive à s'y projeter et à se faire plaisir à le réaliser et à apporter son propre imaginaire. Et avec Silvio, là-dessus, on est assez complémentaires. Donc on raconte pas mal de choses ensemble et on va continuer un peu. Le voyage extraordinaire, c'est une arche narrative globale, mais qui commence avec la disparition du père d'un de nos héros, Emilien.
Emilien. Donc ce sont deux cousins, Emilien et Noémie, qui vivent dans un pensionnat. En fait, ils sont quelque part l'un et l'autre abandonnés par leur famille, par leurs parents, pour des raisons différentes. Et ils ont créé une certaine autonomie du fait d'un génie relativement précoce. Donc ils ont créé leur propre univers dans un arbre-cabane où ils se sont appropriés leur monde à eux. Et ils sont déracinés de ce monde-là pour revenir dans l'univers familial parce que le père d'Emilien a disparu. Et ce mystère doit être résolu et ils vont participer à la résolution de ce mystère au cours des 3 premiers tomes, qui vont nous faire toucher du doigt que dans cet univers-là, cette époque-là, qui est un univers uchronique, donc on est dans un décalage par rapport à la réalité, une nouvelle fois. La Première Guerre mondiale a encore lieu en 1927, donc voilà, on a imaginé qu'il y avait un 3e axe qui venait prendre part au conflit avec des robots mystérieux. Et ce mystère des robots du 3e axe va continuer lors de la 2e trilogie qui est en cours, là nous sommes sur le tome 6, qui s'appelle Les Îles Mystérieuses. Cette deuxième problématique va se résoudre normalement en partie à la fin de ce tome 6 et va déboucher sur une autre problématique. Donc on a nos héros qui vivent 3 aventures différentes, on va dire, dans un cadre qui reste le même. Et on est donc dans un univers avec des robots, avec de l'inventivité. On est dans le Pacifique, ils sont perdus dans le Pacifique, donc on est entre Jules Verne et les orphelins Baudelaire, et enfin il y a plein de références. Oui, elle est un concentré et à la fois un terrain de jeu suffisamment varié pour qu'il y ait beaucoup de thématiques qui me plaisent, qui soient développées. Le principe de l'enfance, du lien à la famille, c'est vrai que c'est une problématique un peu générale chez moi et assez récurrente. Le steampunk, c'est un univers qui me plaît. Le retour au passé, la référence au passé qui a disparu et qui est inconnu, ça j'aime beaucoup. Et on va toucher à d'autres univers, je le dis là sans trop déflorer le sujet, comme l'univers du Japon médiéval, pour la 3e trilogie. Cet univers est assez polymorphe et assez vaste pour que justement je puisse y trouver pas mal de terrains de jeu que j'affectionne particulièrement. Après, il y a d'autres séries que j'ai faites qui n'ont rien à voir, comme Ethan Wrangler par exemple, où j'ai pu entrer dans des psychologies plus dures, plus lourdes, plus adultes on va dire, donc qui est un autre pan de la création qui me plaît quand même beaucoup. Mais dans le voyage, il y a effectivement beaucoup de choses qui me ressemblent et qui me plaisent. Je sais qu'il y a déjà la prévision de 3 trilogies dès le départ, enfin pas dès le départ, parce qu'au tome 1 on nous a dit on va voir si on fait un tome 2, c'est toujours le problème des lancements actuellement. Et à partir du moment où ça n'a pas trop mal fonctionné, l'idée était de faire 3 trilogies. On n'a pas encore officialisé la 3e, mais normalement elle devrait avoir le jour. Normalement on devrait clore l'histoire à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un rebondissement. Je ne peux pas en parler là, c'est vraiment trop tôt, mais il est possible qu'il y ait une autre chose qui arrive après, peut-être beaucoup plus tard, mais qui soit quelque part la conséquence de ce qu'on aura vécu dans ces 3 trilogies. Pour être tout à fait transparent, non, je n'ai pas lu Jules Verne dans le texte de fond en comble, de A à Z, en étant un fan absolu. Je suis pétri de ça, nourri de ça par rapport à la littérature et par rapport au cinéma notamment et aux adaptations qui peuvent avoir lieu, à ce que dégage cet univers-là. Pour moi c'est une tendance, c'est un mouvement. En fait. Pour moi Jules Verne c'est un auteur, mais c'est devenu une espèce de prisme ou une tendance, oui c'est ce que je disais pour la création. Il y a cette référence parce que c'est effectivement pour parler au lecteur et pour lui évoquer à lui aussi des choses, même si il y a peu de gens effectivement qui ont lu Jules Verne. Moi après coup je me suis mis à chercher les bouquins d'Hetzel, à les lire et effectivement je me suis plongé dedans d'une autre manière. J'avais chez moi tous les Jules Verne avec les couvertures de Bilal que j'avais pas forcément lu, que j'avais feuilleté. Donc c'est vrai qu'après on y revient d'une autre manière, mais c'est plus pour parler aux gens par rapport à cette espèce de culture commune qu'on a, qui fait partie un peu de tout le monde, que chacun a touché du doigt à un moment ou à un autre, et à ceux que ça plaise, bien sûr, parce que certains ce n'est pas forcément leurs aspirations. Et après, on a voulu donner ce côté aussi, par cette approche à la Hetzel, on va dire, un côté effectivement travaillé, ciselé, noble aussi, sans prétention, hein, mais voilà, on voulait apporter cette touche aussi, cette patine, pour faire un livre un peu autrement, voilà, grâce à ça. Je compare souvent la collaboration entre un scénariste et un dessinateur avec une vie de couple, où on a un collaborateur, c'est un partenaire de travail, avec lequel on doit
avoir chacun son espace de liberté et que cet espace de liberté soit commun en même temps. Il faut qu'on ait chacun à faire des concessions sans que ça soit douloureux ni pour l'un ni pour l'autre. Parfois ça l'est pour l'un, parfois ça l'est pour l'autre. Avec le temps on se connaît. Et donc on finit par savoir ce que l'autre attend, ce que l'autre va avoir du mal à accepter, ce qui va faire plaisir, ce qui va être un peu plus compliqué. Et on adapte presque inconsciemment les choses. Je sais que je ne vais pas fournir à Silvio une page découpée de 16 cases. C'est pas possible. Je sais qu'une scène de discussion autour d'une table avec 7 ou 8 personnages, c'est quelque chose qu'il déteste parce qu'il faut toujours tourner la caméra et que c'est pas ce qui est plus agréable pour lui. Par contre, si je lui décris un paysage incroyable sur une double page avec de la végétation dans tous les sens, on va se retrouver effectivement avec un dessin incroyable parce que Silvio, une nouvelle fois, cette folie partagée avec moi. Là-dessus, oui, ça vient naturellement, on va dire, avec le temps. On a fait maintenant, je ne vais pas les compter, mais presque 15 ou 20 bouquins ensemble, donc c'est vrai qu'on se connaît bien. On me surprend toujours, j'essaie de surprendre toujours. Voilà, c'est pas non plus de la routine, hein, loin de là, au contraire. Mais non, et d'ailleurs, on a réussi à synthétiser un peu ça avec le Mickey qui est, je sais pas si tu es au courant de ça, qui est censé arriver bientôt, je sais pas si on peut déjà en parler ou pas, mais qui sera steampunk justement et qui sera un mélange de ce qu'on a pu faire avec le Voyage extraordinaire, lui chez Disney, et même ce qu'on a fait aux Humano avec les mondes cachés, donc les Garbouilles. Donc on a encore plein de choses à expérimenter, même si on se connaît, on est toujours en train de se renouveler. Il y a une série qui va commencer en janvier aussi, qui s'appelle Colonisation, avec Vincenzo Coca au dessin. Ça va être 2 tomes déjà en 2018 et un tome en 2019. C'est pareil, je ne sais pas si c'est un peu tôt pour en parler, mais voilà, ça va arriver, c'est de la SF. Donc on est sur de la science-fiction anticipation, dans la mouvance des questionnements qu'on a un peu avec Elon Musk actuellement. Il nous faut une autre planète pour survivre parce que si on est sur une seule planète, l'humanité risque de disparaître. Donc on est voilà, dans cette thématique-là, donc ado-adulte. Et j'ai d'autres projets, donc un diptyque avec Patrick Lomont avec qui j'ai fait John Lord et Humano, chez Glénat aussi, on est sur le tome 2, qui sera steampunk mais encore de notre genre, post-apo un peu. Et je suis aussi en train de travailler sur un diptyque avec le coloriste du Voyage extraordinaire, Gaspard Ivan, mais c'est en parallèle des mises en couleur, donc ça va prendre un peu de temps, où là on est plus dans l'atmosphère du labyrinthe de Pan, donc quelque chose de beaucoup plus dark, beaucoup plus noir pendant la guerre, avec des enfants une nouvelle fois, mais avec le côté un peu fantastique que peut revêtir ce genre d'univers. Je pense que les lecteurs, les libraires et maintenant un peu les éditeurs aussi connaissent la manière de travailler et la manière d'aborder la bande dessinée. Ça peut créer effectivement des choses qui ont un écho auprès du public. Donc oui, on va dire qu'il y a des choses qui sont parfois plus simples, on va dire que ça s'est simplifié de manière générale, mais oui, il y a une écoute, on va dire. Après, le Mickey, effectivement, on nous l'a demandé. C'est pas nous qui sommes allés le proposer. On nous a proposé de le faire. Ce qui est assez magique. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver.